Cette affaire, vous la connaissez peut-être à travers le film The Conjuring 3. Mais derrière le film, derrière les scènes rejouées et les effets de cinéma, il existe une véritable histoire, bien plus sombre, bien plus étrange et bien plus dérangeante que ce que vous avez vu. Aujourd'hui, on retourne en 1980 dans une petite maison du Connecticut où un enfant de 11 ans a commencé à perdre pied et où un jeune homme a fini par commettre un meurtre qu'il n'a jamais compris. Installez-vous et faisons face ensemble au comble de l'horreur. L'été 1980 touchait à sa fin lorsque la famille Glatzel arriva dans le nord du Connecticut. Devant la petite maison qu'ils venaient de louer, la bâtisse, simple et un peu fatiguée, portait les traces des années. Peinture écaillée, marche en bois légèrement affaissée et ses volets qui battaient au vent. Alan Glatzel sortit de la voiture en premier. C'était un homme dans la cinquantaine, le visage marqué par des années de travail physique. Il avançait avec cette lassitude discrète des hommes qui supportent trop de choses en silence. Sa femme, Judy, descendit à son tour, droite, concentrée, habituée à gérer toute la logistique familiale sans se plaindre. Leur fille aînée, Debbie, suivait. C'était une jeune femme de 19 ans, responsable et déterminée. Derrière elle, venait son petit frère, David, 11 ans. Un enfant réservé, intelligent, souvent absorbé par ses pensées. Il regarda la maison avec une retenue instinctive, comme si quelque chose l'inquiétait sans qu'il sache le formuler. David n'était pas un enfant difficile, mais il vivait dans un monde où l'imagination avait toujours été un refuge. Un garçon sensible, attachant, parfois anxieux, qui préférait les livres aux jeux bruyants. Quelques minutes plus tard, une vieille voiture s'arrêta à son tour près de la maison. Arne Cheyenne Johnson en descendit. C'était un jeune homme de 20 ans, à la silhouette mince. Il n'était pas un membre de la famille Glatzel, mais il en faisait presque partie. C'était le petit ami de Debbie depuis longtemps, et il passait la majorité de son temps avec eux. Toujours prêt à aider, il rejoignit immédiatement le groupe pour porter les cartons et faire ce qu'il fallait sans attendre de consignes. L'intérieur de la maison avait l'odeur d'un lieu fermé depuis trop longtemps à cause de l'humidité, du bois qui a vieilli sous la chaleur et de la poussière restée dans les coins. Ce n'était pas une atmosphère étrange, juste celle d'une maison ancienne qu'on ouvre après des mois d'abandon. Le parquet craquait légèrement à chaque pas et les portes grinçaient doucement. La famille avançait dans le couloir lorsqu'un détail fit s'arrêter le petit David. Son regard se fixa vers le fond, près de la porte qui menait au grenier. Rien ne s'y trouvait, mais le garçon semblait soudain tendu et crispé. Un frisson rapide lui traversa alors la nuque, assez net. Il finit par reprendre sa marche quelques secondes plus tard, sans commentaire. Et sa sœur Debbie, qui avait vu la scène, haussa légèrement les sourcils en le suivant du regard. Le soir même, alors que les cartons s'empilaient encore dans le salon et que tout le monde s'activait à ranger, David devint nerveux. Il jetait des coups d'œil répétés vers le plafond. Les autres n'y prêtèrent pas attention. Un déménagement fatigue toujours les enfants, et la maison, encore pleine de cartons, n'avait rien de rassurant. Mais la nuit fut plus révélatrice. David se réveilla plusieurs fois, certain d'entendre des pas dans le couloir. Pas des craquements de bois, mais des déplacements nets,
régulier, comme si quelqu'un marchait lentement près de sa porte. Une sensation froide lui glissa de nouveau sur la nuque, et il resta immobile sous les couvertures, incapable de bouger. Il ne dit rien le lendemain matin, mais son visage tiré suffisait à comprendre que quelque chose l'avait profondément dérangé. Ce fut la première manifestation, brève mais troublante, la première d'une série qui, quelques semaines plus tard, transformerait cette simple maison en un lieu où plus rien ne semblerait rationnel. Les jours qui suivirent s'écoulèrent d'abord dans une routine banale. Il fallait finir l'emménagement et reprendre de nouvelles habitudes dans cette maison encore étrangère. Pourtant, quelque chose semblait peser dans l'air. Une tension discrète, difficile à nommer, que seul David percevait vraiment. La fatigue du garçon devint rapidement évidente. Il marchait plus lentement, se frottait souvent les yeux et sursautait au moindre bruit. Judy pensa d'abord au stress du déménagement. Debbie tenta de le distraire avec des activités simples, mais rien ne semblait apaiser son agitement. Quant à Arne, il observait en silence, attentif au moindre changement de comportement. Puis vinrent les premiers phénomènes physiques. Une nuit, alors que la maison était plongée dans un silence lourd, David se réveilla en sursaut, le souffle court. Son pyjama lui collait à la peau à cause de la transpiration. Sur ses bras, des marques fines apparaissaient, tracées comme par des ongles invisibles. Il resta d'abord immobile, paralysé de peur. Puis, il se leva, se dirigea vers la salle de bain pour se passer de l'eau sur le visage et tenta d'ignorer ce qu'il voyait sur ses bras. Les marques disparurent en moins d'une heure et personne ne le crut quand il tenta maladroitement d'en parler le lendemain matin. Il s'était juste sûrement égratigné, seul pendant la nuit. Mais au fond de lui, David savait que ce n'était pas ça. Les nuits suivantes furent pires. Il se réveillait haletant, persuadé qu'une silhouette se tenait près de son lit. Toujours la même impression. Un homme âgé, immobile, qui semblait l'observer avec une attention glaciale. L'ombre disparaissait à chaque fois qu'il clignait des yeux, mais la sensation restait, impossible à chasser. La journée, le garçon commença à perdre l'appétit. Il se repliait sur lui-même, s'éloignait de la famille, restait bloqué devant certains coins de la maison. Un simple couloir le mettait mal à l'aise. Une pièce vide le rendait nerveux. Dès qu'il passait devant la porte du grenier, son cœur s'emballait. C'est sa sœur Debbie qui, la première, comprit que ce n'était pas seulement de l'anxiété. Elle remarqua les tressaillements involontaires de son frère, les sursauts soudains, la manière dont il fixait parfois un coin de la pièce, comme s'il voyait quelque chose que les autres ne distinguaient pas. Elle le retrouvait de plus en plus souvent éveillé au milieu de la nuit, incapable d'expliquer ce qui le dérangeait vraiment. Arne, de son côté, tenta d'être présent. Il ramenait David dehors pour l'occuper, pour qu'il l'aide à couper du bois ou d'autres bricoles. L'enfant semblait aller mieux pendant ces moments-là, mais dès qu'il rentrait dans la maison, la tension revenait presque instantanément, comme si un poids invisible s'abattait sur lui. Puis survinrent les crises. Un soir, alors que sa mère, Judy, préparait le repas, un bruit sourd retentit à l'étage. Elle monta, inquiète, et trouva David au sol, convulsant. Ses yeux étaient ouverts, mais son regard semblait absent. Lorsqu'il reprit conscience, quelques minutes plus tard, il était épuisé,
incapable d'expliquer ce qu'il venait de se passer. Et là, ce fut le début d'une série de manifestations impossibles à ignorer. Des objets tombaient sans raison, des bruits sourds résonnaient dans les murs. Certaines nuits, un souffle froid traversait les pièces, alors que toutes les fenêtres étaient fermées, et le petit David, au centre de tout cela, semblait s'enfoncer un peu plus chaque jour dans une terreur qu'il n'arrivait plus à contenir. La maison, autrefois simplement vieillissante, prenait peu à peu une atmosphère lourde. Son père ne voulait rien entendre. Pour lui, tout pouvait s'expliquer. La fatigue, la chaleur, un gamin trop impressionnable. Sa mère, elle, commençait à vaciller. Le regard de son fils changeait et sa sœur Debbie, elle, dormait de moins en moins, toujours à l'écoute du moindre bruit. Son copain, Arne, témoin silencieux, s'imprégnait malgré lui d'une tension qui ne le quittait plus. Et au centre de tout cela, David, un enfant de 11 ans, pâle, amaigri, qui semblait voir quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir, quelque chose qui, chaque nuit, se rapprochait un peu plus de lui. L'état de David se dégrada rapidement, au point de bouleverser le rythme de toute la maison. Les nuits devenaient chaotiques, les crises imprévisibles, et son comportement n'avait plus rien d'un enfant effrayé. Il semblait lutter contre quelque chose. Sa mère chercha d'abord des réponses simples. Les médecins parlèrent de stress et de troubles émotionnels, mais les calmants prescrits n'eurent aucun effet. Les convulsions continuaient, des marques sur sa peau apparaissaient puis disparaissaient, et les bruits inexplicables dans la maison se répétaient presque chaque nuit. Son vocabulaire changea également. L'enfant calme, qui rechignait à élever la voix, se mit à prononcer des insultes qu'il n'utilisait jamais auparavant. Ses yeux se durcissaient, son expression se transformait au point de le rendre méconnaissable. Parfois, sa voix descendait d'un ton, devenait plus grave, étrangement étrangère à son âge. Cela ne durait pas longtemps, mais suffisamment pour glacer ceux qui assistaient à ces transformations fugitives. Face à l'absence d'explications concrètes, elle se tourna alors vers l'église. Un prêtre local vint inspecter la maison, bénit les pièces et pria avec la famille. Mais au lieu d'apaiser la situation, la nuit suivante fut encore plus violente. David hurla au milieu de son sommeil, tordu de terreur, trempé de sueur, incapable d'expliquer ce qu'il voyait. Alors le prêtre revint, observa discrètement les crises du garçon, resta silencieux plus longtemps que la première fois. Il finit par admettre que la situation dépassait son expertise et décida de transmettre le dossier à des enquêteurs spécialisés dans les phénomènes spirituels. C'est ainsi que les noms d'Ed et Lorraine Warren furent évoqués. Les Glatzel ne connaissaient pas directement ce couple, mais leur réputation circulait déjà. Un mari, présenté comme démonologue, son épouse, présentée comme médium, tous deux spécialisés depuis des années dans les affaires de hantise et de possession présumée. Certains les considéraient avec respect, d'autres avec scepticisme. Dans l'état où se trouvait David, la famille ne chercha plus à trancher, elle avait besoin d'aide, quelle qu'en soit la forme. Le couple Warren arriva quelques jours plus tard, par une matinée lourde et calme. Ed, méthodique, questionna les parents, reconstruisit la chronologie depuis le déménagement. Lorraine, plus réservée,
observait David avec une attention soutenue, comme si elle cherchait à comprendre ce qui se dégageait de lui. Ils ne virent pas de scène spectaculaire ce premier jour, rien qui hurle l'horreur ou le surnaturel, mais l'ensemble des détails, les marques, les changements de voix, les réactions lors des bénédictions, formaient pour eux un tableau clair. Quelque chose s'acharnait sur l'enfant. Ils expliquèrent doucement à la famille qu'il faudrait aller plus loin. Des rituels plus puissants, supervisés par l'Église, seraient nécessaires. À partir de ce moment, la maison entra dans une phase d'attente. Les Warren préparaient l'arrivée des prêtres, la famille s'accrochait au peu d'espoir qu'on venait de leur offrir, et David, au centre de tout, semblait se refermer encore davantage, comme si la présence qui l'étreignait s'étendait un peu plus chaque jour. Les Warren revinrent plusieurs fois avant que l'Église autorise officiellement des exorcismes. Puis, les prêtres arrivèrent enfin. La première séance se déroula en fin d'après-midi. On plaça une chaise solide au centre du salon, plus par nécessité pratique que symbolique. David s'y assit, nerveux, ses mains crispées sur les accoudoirs. Personne ne parlait. L'air avait cette densité particulière qui précède les choses graves. À peine les prières commencées, le garçon réagit. Ses doigts se crispèrent, son dos se raidit, et sa respiration devint rapide, haletante. Il baissait et relevait la tête par saccades, comme s'il luttait contre quelque chose que les autres ne voyaient qu'à travers ses mouvements. Les prêtres poursuivirent leurs prières, imperturbables, leurs voix se mêlant en un rythme régulier. Petit à petit, l'agitation de David prit une forme inquiétante. Ses pieds frappèrent le sol, ses épaules se contractèrent, sa tête se renversa en arrière et son visage se déforma sous une tension invisible. Son corps entier semblait lutter contre une force qui le dominait centimètre par centimètre. La séance dura longtemps. Lorsqu'elle s'acheva enfin, David était trempé de sueur et incapable de tenir debout. Les prêtres, eux, restèrent concentrés. Pour eux, c'était seulement le début. Les jours suivants furent rythmés par ces rituels. Chaque séance déclenchait chez l'enfant des réactions différentes. Parfois des tremblements incontrôlables, parfois une raideur totale, parfois même un état second dans lequel il semblait absent, comme si son esprit avait été tiré loin de la pièce. L'entourage de David s'épuisait. Judy, sa mère, semblait vieillir à vue d'œil. Son père Alan restait silencieux, dépassé, et sa sœur Debbie observait tout, anxieuse. Arne, lui, ne quittait presque plus David. Il l'accompagnait, l'apaisait, le soutenait lorsque ses jambes ne le portaient plus. Son rôle s'imposait sans qu'il l'ait voulu. Il se positionnait instinctivement entre l'enfant et le vide qui l'encerclait. Au fil des semaines, les phénomènes se renforcèrent. Certains objets vibraient lorsqu'on entamait les prières. Les murs semblaient résonner, comme si la maison réagissait elle-même à ce qui se déroulait en son centre. Des courants d'air glacés traversaient parfois une pièce, sans source identifiable. Et le petit David changeait, lentement mais sûrement. Lors d'une séance plus violente que les autres, l'enfant fut pris d'une agitation incontrôlable. Son torse se soulevait par à-coups, ses bras cherchaient à se libérer et ses jambes frappaient si fort le sol. Ses deux parents
durent le maintenir pour éviter qu'il ne se blesse. Son regard, lui, par moments semblait se fixer sur un point précis derrière Arne. C'est lors d'une de ces crises qu'un événement marqua un tournant. Alors que David se tordait sous la tension, les prêtres intensifièrent les prières. La pièce entière devint oppressante. Arne, placé à ses côtés comme à chaque séance, sentit immédiatement cette pression. Il s'approcha alors et posa une main sur l'épaule du garçon, dans un geste instinctif pour le calmer. Une seconde plus tard, l'air sembla s'alourdir autour d'eux. David ouvrit les yeux brusquement. Il fixa Arne avec une intensité inhumaine, loin de tout ce que l'enfant avait montré jusque-là. Arne recula d'un demi-pas, surpris par la violence de ce regard. Puis, il sentit une pression sourde monter dans sa poitrine. Un frisson lourd courir le long de son dos. Les prêtres redoublèrent de prières, mais la tension de la pièce devint presque insupportable. Les murs paraissaient vibrer, l'air se chargeait d'électricité. Lorraine serra les mains contre son manteau, le visage soudain inquiet. David convulsa une dernière fois, un mouvement brutal, sec, puis son corps se détendit d'un coup, presque trop rapidement, comme si la crise avait été arrachée de lui plutôt qu'apaisée. Mais ce n'est pas sur lui que tous les regards se tournèrent, mais sur Arne. Au même moment, celui-ci porta une main à son front. Un vertige violent l'envahit, comme si la pièce tournait autour de lui. Il inspira, mais l'air semblait trop lourd pour entrer correctement dans ses poumons. Son regard se fixa quelques secondes sur un point vide, puis il secoua légèrement la tête, comme pour chasser une sensation trop forte. Personne ne comprit encore ce qui venait de se passer, mais Lorraine, elle, resta immobile. Son attention n'était plus dirigée vers David, mais vers Arne. Elle observait sa posture, la manière dont il tentait de reprendre son souffle, ses épaules crispées et cet air absent qui ne lui ressemblait pas. La séance prit fin dans un silence nerveux. David paraissait étrangement calme, trop calme. Un calme vide, presque inquiétant. Arne resta à l'écart, appuyé contre le mur, la tête légèrement inclinée en avant. Il ne tremblait pas, mais il semblait différent. Lorsque la famille se dispersa dans la maison, Lorraine s'approcha discrètement de lui. Elle le regarda longuement, sans poser de questions, sans briser le silence. Elle avait vu ces signes auparavant, pas souvent, mais suffisamment pour comprendre qu'une ligne invisible venait d'être franchie et que la présence qui écrasait David depuis des semaines venait peut-être de trouver un autre point d'ancrage. Quelque chose, durant cette séance, avait changé et personne, pas même Arne, n'avait encore compris quoi. Les jours qui suivirent cette dernière séance d'exorcisme eurent quelque chose d'irréel. David allait mieux, c'était visible, ses traits s'étaient détendus, ses crises s'étaient espacées, et les nuits n'étaient plus ponctuées de hurlements. On aurait presque pu croire à une accalmie si l'atmosphère dans la maison n'était pas restée aussi lourde. Ce n'était pas David qui inquiétait désormais, c'était Arne. Depuis la séance, il avait changé subtilement. Des silences plus longs, des moments où son regard se perdait sans qu'il semble s'en rendre compte, des instants où un frisson parcourait son dos, comme s'il réagissait à une présence que les autres ne percevaient plus.
Il ne parlait pas de ce qu'il ressentait, mais sa fatigue inhabituelle, ses gestes plus brusques, cette tension nerveuse qui paraissait monter en lui sans raison, devinrent impossibles à ignorer. Debbie s'en rendit compte la première. Elle le trouvait plus irritable, moins stable, comme s'il veillait en permanence sur quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même. La maison devint alors trop étroite pour lui. Arne passait plus de temps dehors, cherchant des tâches à accomplir pour expulser ce qui l'oppressait. Couper du bois, réparer des outils, marcher longtemps dans les chemins qui entouraient la maison. Mais rien n'y faisait. La tension restait logée quelque part sous sa peau, diffuse mais constante. C'est dans cet état qu'il retourna travailler pour Alan Bono, un homme jovial, connu pour ses excès autant que pour sa générosité. Bono dirigeait un petit chenil et Arne l'aidait régulièrement pour les réparations ou l'entretien. Cette journée de février 1981 commença comme toutes les autres. Rien ne laissait présager qu'elle deviendrait l'un des événements les plus marquants de l'histoire du paranormal moderne. Debbie accompagna Arne ce jour-là. Elle le surveillait depuis plusieurs jours et ne voulait plus le laisser seul. Son petit frère David l'accompagnait aussi. Tous semblaient soulagés de quitter la maison un moment. Chez Bono, l'ambiance était familière. Les chiens aboyaient, l'odeur de nourriture animalière envahissait les pièces, et l'atelier résonnait du bruit du métal qu'Arne manipulait. Mais sous cette banalité se cachait une tension sourde, presque palpable, que Debbie avait appris à repérer. Arne travaillait vite, trop vite parfois, comme s'il cherchait à devancer une impatience intérieure. Ses gestes perdaient en précision. Il s'arrêtait par moments, posait une main sur son front et reprenait aussitôt. Dans l'après-midi, Bono invita la petite troupe dans son appartement, situé juste au-dessus du chenil. L'ambiance y était étouffante et imprégnée d'alcool. Bono avait l'habitude de boire et ce jour-là, l'alcool coula à flot comme d'habitude. La conversation resta tranquille au début, mais Arne devint nerveux. Une agitation intérieure semblait gonfler en lui, comme si quelque chose cherchait à prendre plus de place. La tension monta brusquement. Un simple désaccord entre eux, insignifiant, se transforma en une dispute avec son atmosphère pesante. Bono devint insistant, de mauvaise humeur. Arne, lui, tenait sa mâchoire serrée, les épaules raides. Puis, tout bascula en quelques secondes. Arne changea d'expression d'un coup. Ses traits se durcirent, son regard se vida, et une tension brutale traversa son corps, identique à celle qu'il avait ressentie durant l'exorcisme de David. Debbie comprit instantanément. Quelque chose ne tournait pas rond. Bono continua à s'emporter verbalement, et le geste d'Arne fut immédiat. Il sortit brusquement un petit couteau de poche qu'il avait l'habitude d'avoir sur lui. Il frappa alors Bono au niveau du torse et de l'abdomen à plusieurs reprises. 4 ou 5 coups brefs, précis, d'une violence incompréhensible pour quelqu'un de son tempérament. L'un de ces coups traversa même plusieurs organes. Le geste fut rapide, sans hésitation ni retenue. Un éclair de violence, aussi abrupt qu'incompréhensible. Bono recula, heurta la porte derrière lui, puis s'effondra, incapable de reprendre son souffle. Il perdit connaissance en quelques secondes. Debbie fut la première à réagir. Elle s'élança vers Arne, mais recula aussitôt en voyant son expression vide, figée, comme s'il ne la reconnaissait plus.
Son souffle se brisa sous la panique. David, lui, resta cloué sur place, tétanisé, les yeux grands ouverts. Il tremblait de tout son corps, incapable de comprendre ce qu'il venait de voir, incapable même d'appeler à l'aide. Puis Arne quitta la pièce lentement, comme s'il n'avait pas tout à fait conscience de ce qu'il venait de faire. Lorsqu'il fut arrêté un peu plus loin, il paraissait perdu, confus. Il avait l'air éveillé, mais pas présent, comme s'il peinait à comprendre comment il était arrivé là. Dans l'appartement, le malheureux Alan Bono succomba rapidement à ses blessures. L'arrestation d'Arne Johnson marqua le début d'une période irréelle pour tous ceux qui gravitaient autour de lui. À peine quelques heures après le meurtre, la police enregistra le jeune homme, encore confus, encore pâle, comme s'il sortait d'un rêve brisé. Il paraissait calme, trop calme pour quelqu'un accusé d'un acte aussi violent. Ce calme perturba autant les enquêteurs que son absence totale de souvenirs précis. Pendant ce temps, la famille Glatzel s'effondra dans un mélange de peur, de culpabilité et d'incompréhension. Debbie répétait inlassablement qu'Arne n'était pas violent, qu'il n'avait jamais levé la main sur personne. David, lui, restait silencieux, observant les adultes s'agiter autour de lui. Lorsque les Warren apprirent la nouvelle, ils se rendirent immédiatement auprès de la famille. Pour eux, ce qui venait de se passer était la continuité logique de ce qu'ils avaient observé depuis des semaines. Ils parlèrent d'un transfert, d'une entité qui aurait quitté l'enfant pour s'ancrer dans la colère ou la vulnérabilité d'Arne pendant l'exorcisme. Cette théorie, déjà difficile à accepter pour les proches, allait bientôt prendre une ampleur nationale, car très vite, la presse s'empara de l'affaire. Le meurtre était brutal. Le suspect avait 20 ans et il affirmait ne se souvenir de rien. Et les Warren, figure connue du paranormal, déclaraient publiquement que l'acte avait été influencé par une force non humaine. Les journaux s'enflammèrent. Les chaînes de télévision commencèrent à se présenter devant la maison des Glatzel. Les curieux envahirent les abords. La police fut dépassée par l'ampleur soudaine de ce qui devait n'être qu'un fait divers parmi d'autres. Dans ce chaos, un élément devint particulièrement puissant. La stratégie de défense choisie pour Arne. Son avocat, Martin Minella, décida de faire ce qu'aucun avocat avant lui n'avait jamais osé. Défendre son client en déposant une motion qui évoquerait non pas la folie, non pas la légitime défense, mais la possession démoniaque. Le pays entier se retrouva plongé au cœur d'un débat aussi fascinant que terrifiant. La justice américaine allait-elle accepter d'intégrer dans un procès pénal la notion d'influence surnaturelle? Les juges pouvaient-ils reconnaître qu'un acte criminel n'avait pas été commis par la volonté de l'accusé, mais par celle d'une force invisible? Derrière le sensationnalisme, la famille vivait dans une tension constante. Les crises du petit David étaient certes finies après des semaines de violence intérieure, mais il restait fragile, et le silence qu'il gardait dès qu'on évoquait Arne suffisait à comprendre que tout ceci le perturbait beaucoup. Arne, lui, passa ses journées entre la prison et les entretiens avec les psychiatres mandatés par la cour. Aucun d'eux ne trouva la moindre trace de schizophrénie, de troubles dissociatifs ou de pulsions meurtrières latentes. Rien ne correspondait aux caractéristiques d'un meurtrier impulsif.
Mais rien non plus ne pouvait prouver l'intervention de quelque chose d'invisible. Lorsque le procès commença enfin, la salle d'audience était pleine à craquer. Avocats, journalistes, curieux, proches des deux familles, tous se pressaient dans cette pièce où allait se jouer une bataille juridique unique dans l'histoire américaine. Mais le juge, finalement, refusa d'accepter la défense fondée sur la possession démoniaque. Selon lui, la justice devait se baser sur des faits tangibles, mesurables, et non sur des concepts spirituels impossibles à prouver. Mais même si le tribunal n'accepta pas cette ligne de défense, le procès devint malgré tout celui que la presse baptisa immédiatement The Devil Made Me Do It. Le meurtre d'Alan Bono n'était plus seulement un homicide, c'était devenu un phénomène national, une affaire où le surnaturel et le droit s'entrechoquaient de plein fouet, laissant le pays entier osciller entre fascination, scepticisme et peur silencieuse. Et au centre de ce tumulte, Arne Johnson, un jeune homme brisé qui répétait sans cesse qu'il n'avait jamais voulu blesser personne. Le verdict tomba quelques semaines après l'ouverture du procès. Le juge considéra les faits sous l'angle strictement légal. Les preuves matérielles suffisaient à établir la responsabilité d'Arne dans la mort d'Alan Bono. Il fut reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à une peine de prison ferme. La sentence surprit autant qu'elle soulagea certains membres de sa famille. Compte tenu de la violence de l'acte, beaucoup s'attendaient à un jugement bien plus lourd. Mais l'histoire ne se limitait pas aux faits. Tout le monde avait vu la confusion d'Arne, son absence de souvenir, son état instable. Le garçon que les proches connaissaient ne ressemblait en rien à l'homme qui avait frappé Bono ce jour-là. En prison, Arne fut décrit comme calme, respectueux, sans aucun signe d'agressivité. Il travailla, étudia et se concentra sur un quotidien ordinaire. Les crises qu'il disait avoir ressenties avant le meurtre disparurent progressivement, comme si la tension qui l'habitait depuis l'exorcisme s'était dissipée dans les murs où il vivait désormais. Il fut libéré plus tôt que prévu pour bonne conduite, après 5 ans passés derrière les barreaux. Debbie l'attendit à sa sortie. Ils se marièrent peu après, décidés à reconstruire une vie loin des projecteurs, loin des journalistes qui avaient transformé leur intimité en phénomène national. David, lui, grandit dans un silence prudent. Il vécut son adolescence à l'écart de toute médiatisation, protégé par sa famille et par les Warren, qui restèrent en contact étroit avec eux pendant des années. Selon leurs témoignages, il ne manifesta plus jamais les signes extrêmes qui avaient bouleversé l'été 1980. Mais certains membres de la famille continuèrent de dire que l'enfant ne reparlait jamais volontairement de ces semaines-là, comme si une partie de ce qu'il avait vécu restait enfouie trop profondément pour être touchée. Quant aux Warren, ils poursuivèrent leurs enquêtes à travers le pays, mais cette affaire devint l'une des plus marquantes de leur carrière. Elle avait réuni tous les éléments qu'ils redoutaient: une possession apparente, un transfert, une escalade incontrôlable et enfin un meurtre lié à quelque chose qui dépassait l'humain. Les années passèrent, la maison fut louée à d'autres familles, puis revendue. Avec le temps, les traces de l'affaire s'effacèrent du quartier. Mais l'histoire, elle, ne disparut jamais tout à fait. Elle continua de circuler dans les livres consacrés aux Warren,
dans les archives judiciaires, dans les documentaires qui réexaminaient régulièrement les événements, jusqu'au jour où Hollywood s'en empara. L'affaire d'Arne Johnson devint l'un des axes du film The Conjuring 3, sorti en 2021, projetant cette histoire au cinéma et la révélant à un public mondial. Le film adapta, romança, exagéra parfois, mais il remit au premier plan cette affaire unique, la première dans l'histoire américaine où un homme tenta de prouver que le diable l'avait forcé à tuer. Aujourd'hui encore, l'histoire continue de diviser. Certains y voient un crime et d'autres un cas psychiatrique mal compris. Mais pour les proches, pour ceux qui ont vécu ces semaines-là, les choses sont moins floues. La famille Glatzel parle d'une période où la réalité semblait s'être dédoublée, où l'invisible avait envahi leur quotidien. Et Arne, marqué pour toujours par ce qu'il s'est produit, a toujours affirmé qu'il n'avait jamais voulu blesser qui que ce soit. L'affaire survit à travers ce mélange d'inexplicable et d'humain, un événement où la peur, la foi, la détresse et l'inconnu se sont entremêlés au point de laisser une empreinte durable, bien au-delà du meurtre lui-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et à booster la vidéo pour aider à la mettre en avant. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle histoire.